Les accidents peuvent toucher n'importe qui, mais certaines morts sont vraiment stupéfiantes. Nous vous dévoilons 5 histoires vraies et choquantes de personnes qui ont trouvé la mort de manière incroyablement déraisonnable. Ces récits invraisemblables de décès inattendus vous laisseront bouche bée, vous demandant comment de telles choses ont pu arriver. C'était le 29 janvier 1998, à Akron, dans l'Ohio. Michael Gentner, un jeune homme de 23 ans, passait la soirée dans une maison située sur Edgemoor Avenue en compagnie de 3 amis. Ils discutaient, riaient et profitaient probablement du moment, peut-être en consommant de l'alcool, bien que cela reste incertain. Ce qui avait commencé comme une soirée ordinaire allait bientôt tourner au drame d'une manière totalement imprévisible. À un moment donné, quelqu'un a proposé un défi. Michael devait avaler un poisson vivant. Bien que surprenant, ce genre de défi n'est pas rare, notamment lors de soirées où l'on cherche à impressionner ou amuser les autres avec des actions risquées. Cependant, le poisson en question mesurait environ 13 cm, une taille non négligeable pour une telle tentative. Déterminé à relever le défi, Michael l'a accepté. Au départ, cela semblait être une farce inoffensive. Après tout, des défis similaires sont souvent perçus comme anodins. Mais ce poisson n'était pas ordinaire. Sa taille rendait la tentative dangereuse et les choses ont rapidement mal tourné. En essayant d'avaler le poisson, celui-ci s'est coincé dans sa gorge, obstruant ses voies respiratoires. Michael s'est immédiatement mis à suffoquer. Prenant conscience de la gravité de la situation, ses amis ont paniqué. L'un d'eux a appelé les secours, expliquant que Michael s'étouffait après avoir mangé un poisson. Cependant, ils n'ont pas précisé que le poisson était encore vivant et coincé dans sa gorge. L'opérateur du 911 a donné des instructions pour réaliser la manœuvre de Heimlich afin de déloger l'obstruction. Cependant, dans la panique, les amis de Michael n'ont pas su effectuer la manœuvre correctement ou ont peut-être aggravé la situation. Les ambulanciers sont arrivés rapidement, mais il était déjà trop tard. Ils ont trouvé Michael inconscient, la queue du poisson encore visible dans sa bouche. Malgré leurs efforts pour le réanimer, ils n'ont pas pu le sauver. Michael a été déclaré mort à 2h13 du matin. L'incident a plongé ses amis dans le choc et le deuil. Aucun d'eux n'aurait imaginé qu'un simple défi puisse mener à une issue aussi tragique. Les autorités ont confirmé par la suite que le poisson provenait d'un aquarium de la maison, mais son espèce exacte n'a jamais été identifiée. La police a traité cette tragédie de manière directe. Le major Mike Matulavich a déclaré que si une personne accepte un défi aussi risqué, elle en est responsable, même à 23 ans. Son commentaire soulignait l'importance de la responsabilité individuelle tout en mettant en lumière les conséquences dramatiques des décisions imprudentes. La mort de Michael est un rappel douloureux de la rapidité avec laquelle une plaisanterie apparemment innocente peut dégénérer en catastrophe. Bien qu'aucune accusation pénale n'ait été portée, l'incident a profondément marqué les personnes impliquées. Ses amis ont été submergés par la culpabilité et la conscience que leurs actions, bien qu'involontaires, avaient contribué à cette tragédie. Karen Coplin, la mère de Michael, est restée silencieuse sur cette affaire, sans doute accablée par le chagrin. Pour elle et tous ceux qui connaissaient de Michael, sa disparition est une leçon déchirante sur les dangers des comportements impulsifs et la mince frontière entre le jeu et le péril. Cet événement tragique illustre à quel point même les défis apparemment inoffensifs peuvent avoir des conséquences mortelles. Sous l'effet de l'excitation ou de la pression des pairs, il est facile de négliger les risques. Malheureusement, l'histoire de Michael montre à quel point une décision prise sur un coup de tête peut mener à des conséquences irréversibles. Le 28 octobre 2019, Tetsu Shiohara, un Japonais de 47 ans, entreprit l'ascension du mont Fuji en solitaire. Il choisit le sentier de Shubashiri, une route habituellement utilisée pour redescendre plutôt que pour gravir la montagne. Tetsu était déterminé à réaliser cette ascension, mais il était davantage concentré sur le divertissement de son audience en ligne que sur les risques liés à la randonnée hivernale. Tetsu était un grimpeur novice qui manquait de formation et d'équipement adaptés pour affronter les pentes glacées et enneigées du mont Fuji hors saison. Habillé de vêtements ordinaires, plus adaptés à l'automne qu'à l'hiver, il n'emportait guère plus que des bâtons de randonnée et son smartphone. Il avait pour objectif de diffuser son ascension en direct sur la plateforme japonaise Nico Nico sous le titre « Allons sur le mont Fuji enneigé ». Cela donnait l'impression d'une sortie décontractée. La saison officielle de randonnée sur le mont Fuji se termine en septembre. Fin octobre, les conditions météorologiques y sont extrêmement rigoureuses. Neige, glace et vent glacial rendent l'ascension périlleuse. Bien que les autorités déconseillent fortement d'y grimper à cette période, aucune loi n'interdit aux alpinistes de tenter l'aventure. Tetsu, malheureusement, choisit d'ignorer ces avertissements. Au début de la diffusion en direct,
Le paysage était magnifique, des sentiers enneigés, des rochers dénudés et des nuages au loin. Tetsu commentait la beauté des environs tout en progressant. Cependant, plus il montait, plus les conditions se dégradaient, et il remarqua « J'aurais dû emporter une chaufferette ». Malgré cela, il continua son ascension. Le sentier devint de plus en plus raide et glissant. Tetsu mentionna le danger croissant, disant « Cet endroit est glissant, ça devient dangereux ». Pourtant, il ne fit pas demi-tour. Au contraire, il franchit les barrières de sécurité destinées à protéger les randonneurs, se plaçant ainsi dans une situation encore plus précaire. Le sentier enneigé se rétrécit et la surface glacée devint plus difficile à franchir. Ses chaussures, dépourvues de semelles adaptées, compliquaient davantage ses déplacements. À un moment donné, il lutta pour garder l'équilibre et dit, avec une panique palpable, « Attendez, je glisse ». Quelques instants plus tard, la diffusion montra qu'il avait perdu pied et qu'il dévalait la montagne de manière incontrôlable. La caméra bascula violemment avant que la vidéo ne s'interrompe, choquant les spectateurs. Alarmés, les spectateurs avertirent immédiatement les autorités. Des équipes de recherche et de sauvetage des préfectures de Shizuoka et Yamanashi, qui entourent le mont Fuji, lancèrent une opération le lendemain matin. Après des heures de recherche, ils retrouvèrent le corps de Tetsu le 29 octobre à une altitude de 3000 mètres, près de la 7e station du mont. Il avait chuté d'environ 1000 mètres depuis l'endroit où il avait glissé. Bien que l'identification officielle ait été en attente, la diffusion en direct et le lieu ne laissaient aucun doute sur l'identité de la victime. Le mont Fuji, qui culmine à 3776 mètres, est à la fois magnifique et dangereux. Chaque année, il attire d'innombrables randonneurs, mais a également coûté la vie à de nombreuses personnes, surtout hors saison. L'ascension tragique de Tetsu a mis en lumière les risques de sous-estimer de telles conditions. Il manquait d'équipements essentiels, tels que des crampons pour adhérer à la glace et des vêtements adaptés au froid extrême. Après sa mort, de nombreuses discussions ont émergé sur sa décision de continuer malgré les dangers évidents. Son obsession pour la diffusion en direct avait éclipsé sa conscience des risques. Les spectateurs, témoins impuissants de l'incident, ont été profondément marqués, sachant qu'ils ne pouvaient rien faire pour éviter le drame. L'histoire de Tetsu a également attiré l'attention lorsqu'il a été reconnu à titre posthume par les Darwin Awards, une distinction informelle attribuée à ceux dont les actions imprudentes mènent à des tragédies évitables. Bien que cette reconnaissance ait suscité des débats, elle illustrait les conséquences de la négligence face à la sécurité au profit de la quête de sensations fortes. Que se serait-il passé si Tetsu avait été mieux préparé ou avait fait demi-tour lorsque les conditions se sont détériorées? Son histoire est un avertissement pour quiconque envisage des activités extrêmes sans préparation adéquate. Gravir des montagnes comme le Fuji nécessite plus que de la détermination, cela exige un profond respect pour la nature et la compréhension que la sécurité doit toujours passer avant tout. Il était 21h55 le lundi 27 février 2012 à Havelock, en Caroline du Nord, lorsque Gary Allen Banning, 43 ans, se rendit chez un ami. Ce qui avait commencé comme une soirée ordinaire s'est transformé en un accident tragique et inattendu qui coûta la vie à Gary. L'ami de Gary, un mécanicien, avait utilisé plutôt de l'essence pour nettoyer la graisse sur ses mains, une pratique courante dans son métier. L'essence était stockée dans un bocal transparent de sauce salsa posé près de l'évier de la cuisine. Un endroit apparemment anodin. Pour quiconque n'en connaissait pas le contenu, le liquide dans le bocal semblait ordinaire, mais il était hautement inflammable. À un moment donné, peut-être distrait ou fatigué, Gary prit le bocal et en but une gorgée, probablement en pensant qu'il s'agissait d'une boisson. Il réalisa son erreur trop tard. Il recracha immédiatement l'essence, mais une partie se répandit sur ses vêtements. Ignorant le danger latent, Gary continua sa soirée sans se douter de la tragédie qui allait bientôt se produire. Peu de temps après, Gary sortit fumer une cigarette, un geste banal qu'il avait sans doute répété des centaines de fois auparavant. Cependant, l'essence imprégnant ses vêtements représentait un risque mortel. Lorsque la cigarette s'alluma, l'essence prit feu instantanément, enveloppant Gary dans les flammes. Son ami, qui était à proximité, se précipita pour l'aider, tentant désespérément d'éteindre le feu. Les secours furent appelés immédiatement. Les pompiers arrivèrent pour trouver Gary grièvement brûlé. Il fut transporté d'urgence au Carolina East Medical Center à New Bern, puis transféré au centre des grands brûlés de l'UNC à Chapel Hill. Malgré les efforts médicaux, Gary succomba à ses blessures le lendemain matin, peu après 6 heures. L'incident fut qualifié d'accident tragique sans aucune implication criminelle. Les autorités révélèrent par la suite que l'alcool avait joué un rôle et il fut également spéculé qu'une consommation de drogue aurait pu être un facteur. Les conséquences furent dévastatrices. Les enquêteurs notèrent que la porte de l'appartement était calcinée. L'ami de Gary, témoin de l'accident, fut profondément traumatisé.
Malgré ses efforts pour le sauver, l'issue avait été fatale. Les événements horribles de cette soirée laissèrent une empreinte indélébile, tant sur le plan physique qu'émotionnel. La mort de Gary fut le résultat d'une série de petites erreurs, mais chacune eut des conséquences fatales. Et si Gary avait reconnu l'essence dans le bocal? Et s'il avait changé de vêtements immédiatement après en avoir renversé? Ces questions restent sans réponse, mais elles soulignent la fragilité de la vie face à des imprudences pourtant évitables. Cet accident tragique rappelle les dangers des substances inflammables et les conséquences imprévues de simples erreurs. La vie de Gary s'est achevée de manière que personne n'aurait pu imaginer, laissant derrière elle le souvenir d'un drame évitable marqué par la fatalité. Le 24 février 2017, à Singapour, Jonathan Shaw, un jeune homme de 17 ans qui venait de rentrer après avoir étudié en Australie, passa la journée avec sa proche amie Ruth au centre commercial Orchard Central. Connu pour sa personnalité aventureuse et son amour du skateboard, Jonathan se préparait à effectuer son service national. Cependant, cette journée prit une tournure tragique qui allait mettre fin à sa vie. En explorant le centre commercial, Jonathan eut l'idée de réaliser une cascade qu'il pourrait filmer pour Snapchat. Il aimait partager des moments audacieux avec ses amis et cherchait souvent à impressionner. Ce jour-là, il proposa de sauter par-dessus une rambarde pour atterrir sur une plateforme en contrebas. Ruth, réticente et consciente du danger, hésita, mais Jonathan la persuada de filmer la scène. « Aide-moi à filmer ça », lui dit-il, prêt à sauter. Ni lui, ni Ruth ne savaient que la plateforme en question était faite de plaques de plâtre, un matériau incapable de supporter son poids. Dès que Jonathan sauta, la plateforme céda immédiatement, le faisant chuter de 4 étages. Ruth assista, horrifiée, à la chute de Jonathan. Plus tard, elle expliqua qu'elle n'avait pas pu l'arrêter à temps. Les témoins et les images des caméras de surveillance confirmèrent le déroulement des événements. Les vidéos montraient Jonathan près de la rambarde, parlant avec Ruth, puis sautant par-dessus. La plateforme s'effondra et il tomba violemment au sol. Des passants se précipitèrent pour lui porter secours, pratiquant un massage cardiaque avant l'arrivée des secours. Malgré leurs efforts, les blessures de Jonathan étaient de trop graves. Il fut déclaré mort à 17h39. Sa chute lui avait causé des traumatismes majeurs, notamment des blessures à la tête, des côtes cassées et des dommages internes significatifs. Au début, Ruth donna une version erronée des faits aux autorités, affirmant que Jonathan avait laissé tomber son téléphone sur la plateforme et qu'il était tombé en essayant de le récupérer. Elle partagea également cette version avec la mère de Jonathan qui se trouvait alors à Sydney. Cependant, au fil de l'enquête, Ruth avoua que Jonathan avait délibérément sauté pour réaliser une cascade destinée aux réseaux sociaux. Les amis de Jonathan le décrivaient comme audacieux et sûr de lui, habitué à tenter des cascades impressionnantes comme descendre des escaliers en skate ou sauter depuis des hauteurs. Malheureusement, son tempérament aventureux l'a conduit à cette perte irréversible. Le coroner de l'État conclut que sa mort relevait d'un malheureux accident. Les parents de Jonathan furent dévastés. Son père, Matthew Shaw, se souvint de lui comme d'un jeune homme sociable et amical, doté d'un grand sens de l'humour. Jonathan était enthousiaste à l'idée de son avenir après son service national. Sa disparition soudaine laissa un vide immense pour sa famille et ses amis. L'incident souleva des inquiétudes quant à la sécurité dans les lieux publics. Lors de l'enquête, un consultant en bâtiment expliqua que la plateforme était composée de plaques en silicate de calcium conçues pour des raisons esthétiques et de protection incendie, mais non pour supporter un poids. La direction d'Orchard Central réagit en revoyant ses mesures de sécurité. Bien que la barrière en verre, haute de 1,2 m, ait été conçue pour prévenir de tels incidents, des patrouilles de sécurité supplémentaires furent mises en place et des moyens d'améliorer la sécurité furent étudiés. L'histoire de Jonathan alimenta également les discussions sur les dangers des comportements risqués influencés par les réseaux sociaux. Quelques jours plus tôt, une jeune femme en Nouvelle-Zélande avait perdu la vie en essayant de prendre un selfie dans une zone dangereuse. Ces tragédies mettent en lumière la pression que subissent les jeunes pour obtenir de l'attention en ligne, parfois au détriment de leur sécurité. La mort tragique de Jonathan rappelle l'importance de faire des choix sûrs, surtout lorsqu'il s'agit de cascades ou d'activités risquées. Sa vie, pleine de promesses, s'est terminée dans une tragédie évitable. Cet incident souligne la nécessité de donner la priorité à la sécurité plutôt qu'à une renommée éphémère sur les réseaux sociaux. Lundi 3 septembre 2018, à West Auckland, en Nouvelle-Zélande, Howard Miller, un père de 3 enfants âgé de 39 ans et soudeur professionnel, se rendit chez son ami Josh O'Neill sur Universal Drive. Les deux amis avaient prévu de travailler sur un projet automobile. Installer un nouveau collecteur d'échappement sur une Holden WB Kingswood, ce qui commença comme une tâche routinière se termina en tragédie inattendue.
Plus tôt dans la journée, Miller avait apporté une nouvelle invention qu'il était enthousiaste de montrer. Il avait combiné 2 composants essentiels à la soudure, l'acétylène et l'oxygène, dans une seule bouteille de gaz liquéfié, LPG. Habituellement, ces gaz sont stockés dans des récipients séparés, équipés de régulateurs pour prévenir des réactions dangereuses. Mais Miller avait retiré le régulateur, une décision qui allait s'avérer catastrophique. Confiant dans son innovation, il ignora les risques potentiels. O'Neill, habitué aux dangers liés à la soudure, comprit immédiatement le risque de mélanger ces gaz dans une seule bouteille. Il avertit Miller à plusieurs reprises, qualifiant l'installation de dangereuse et imprudente. Malgré ces mises en garde, Miller persista, déterminé à tester sa méthode. Il raccorda les chalumeaux à la bouteille, contournant les mécanismes de sécurité. Inquiet pour sa propre sécurité, O'Neill décida de quitter l'atelier. « Moi je sors d'ici », lança O'Neill à Miller en sortant. Quelques minutes plus tard, un petit bruit sourd se fit entendre, suivi d'une énorme explosion. Le souffle de la déflagration détruisit l'atelier, projetant des débris, des éclats métalliques et de la fumée dans les airs. Des fragments de bois et de métal tombèrent, brisant les vitres des maisons voisines. O'Neill, se retournant vers la scène, comprit immédiatement la gravité de la situation. Il se précipita vers les décombres, appelant son ami. À son soulagement, il entendit la voix de Miller qui semblait étonnamment calme. Cela lui donna l'espoir que Miller s'en sortirait. Cependant, en arrivant à ses côtés, O'Neill réalisa l'ampleur des blessures. L'explosion avait causé d'importants dommages, rendant le corps de Miller méconnaissable. Bien que conscient au départ, Miller succomba à ses blessures quelques instants plus tard, devant son ami dévasté. L'incendie déclenché par l'explosion continua de brûler, alimenté par des diluants pour peinture, de l'essence et des boîtes à outils métalliques détruites par le souffle. O'Neill, en état de choc, comprit qu'il avait échappé de peu au danger, sachant qu'il aurait pu être une autre victime s'il était resté dans l'atelier. Les services d'urgence arrivèrent rapidement sur une scène chaotique. Les voisins, alarmés par l'explosion, spéculèrent sur la cause, certains évoquant des activités illégales. Cependant, O'Neill expliqua immédiatement aux autorités qu'il s'agissait d'un accident tragique lié à la soudure. Les enquêteurs confirmèrent qu'aucun acte criminel n'était en cause et que la manipulation imprudente de matériaux dangereux avait provoqué l'explosion. L'affaire fut ensuite confiée au coroner pour un examen approfondi. La mort de Miller laissa sa famille et ses amis dans un profond deuil. Il était décrit comme un homme gentil et généreux qui aimait sa famille et travaillait dur pour subvenir à leurs besoins. Son père, Herbert Miller, se souvint de lui comme d'un homme humble et serviable, toujours prêt à aider les autres. Howard laissa derrière lui son épouse Abigail et leurs 3 enfants, âgés de 8 à 15 ans, dévastés par cette perte soudaine. Stacey Leith, la meilleure amie de Miller depuis plus d'une décennie, partagea des souvenirs précieux de leur lien étroit. Désormais installé à Brisbane, Leith décrivit Miller comme un père dévoué, avec une attitude positive et inspirante. Pour elle, il était comme un frère, toujours prêt à donner des conseils avisés et à apporter de la joie autour de lui. La tragédie eut un impact profond sur Leith ainsi que sur les collègues de Miller qui respectaient profondément son dévouement à son métier. Soudeur talentueux, Miller avait perfectionné son art sous les conseils de son beau-père et tirait une grande fierté de son travail. Cet incident mit en lumière les risques liés à la manipulation de matériaux dangereux sans précautions adéquates. En tentant de simplifier son travail en mélangeant les gaz dans une seule bouteille, Miller déclencha une chaîne d'événements aux conséquences inimaginables. La combinaison d'acétylène et d'oxygène sans l'équipement de sécurité approprié créa une situation extrêmement volatile. O'Neill, bien qu'épargné physiquement, lutta avec le souvenir de cette nuit tragique. La vue du van de Miller, encore garé devant sa maison, lui rappelait douloureusement son ami perdu. La communauté fut également touchée, secouée par l'explosion qui perturba leur quartier paisible. Les enquêteurs conclurent que l'explosion résultait d'une erreur critique dans la manipulation des matériaux de soudure. Bien qu'involontaire, cette erreur coûta la vie à Miller et causa des dégâts considérables. Son histoire est un avertissement sur l'importance de la sécurité et de la prudence lorsqu'on travaille avec des substances dangereuses. Howard Miller restera dans les mémoires comme un père dévoué, un soudeur talentueux et un homme au grand cœur dont la vie fut brusquement interrompue. Sa famille, ses amis et sa communauté continuent de pleurer sa perte tout en chérissant les souvenirs qu'il leur a laissés.